Pour son intervention et je donne à présent la parole à Monsieur Manuel Patrouillard, directeur général de l'ONG Humanité et Inclusion. Merci Monsieur le ministre pour cette invitation faite à Humanité et Inclusion, le nouveau nom de la Fédération Handicap International, de témoigner ici des enjeux de la protection des travailleurs humanitaires. HI travaille depuis plus de 35 ans dans une soixantaine de pays et 21 des pays sont en situation de conflit. Et c'est pour nous une préoccupation constante que la sécurité de notre personnel et bien entendu aussi de nos partenaires. Alors bien sûr, on a beaucoup dit ici pourquoi il est important de s'intéresser spécifiquement à la protection du personnel humanitaire. Je pense qu'on a mentionné que ce personnel pouvait souvent être exposé, qu'il pouvait être par ailleurs souvent la cible, ce qui est totalement inacceptable. Je pense qu'il faut aussi qu'on souligne dans cette enceinte que la protection du personnel humanitaire est la condition du maintien d'un accès à des services essentiels et vitaux pour les populations affectées aux crises. J'aimerais souligner trois menaces qui sont autant d'enjeux cruciaux pour une organisation terrain comme HI, Handicap International, Humanité et Inclusion. La première menace est celle de l'instrumentalisation politique de l'aide humanitaire. L'assistance fournie doit être soumise à aucun autre objectif que l'impératif humanitaire. Lutte contre le terrorisme, enjeux de souveraineté, confusion entre objectifs militaires et humanitaires, aucun de ces agendas ne doit remettre en question l'absolue nécessité d'une aide impartiale, neutre et indépendante. On a dit ici que les États sont responsables de l'application du droit international sur leur territoire. On a aussi rappelé que le Conseil de sécurité a un rôle clé à jouer dans le rappel et la promotion des principes humanitaires pour qu'ils soient respectés dans les théâtres de crise. Vu du terrain, ces principes peuvent être un petit peu théoriques, mais ils sont d'une nécessité absolue pour garantir cette continuité d'accès aux services essentiels et bien entendu pour ne pas faire des travailleurs humanitaires une cible. La seconde menace concerne les risques liés aux armes explosives qui font 90% de victimes civiles lorsqu'elles sont utilisées dans des zones peuplées. 90% de victimes civiles. Vous avez rappelé, Monsieur le ministre, ainsi que plusieurs personnes, les décès récents d'une consoeur au Yémen, les innombrables destructions de structures de santé par les bombardements au tir en Syrie, Yémen, Irak, Afghanistan. L'intensité avec laquelle les zones urbaines sont soumises à des pilonnages élève le niveau de risque pour les populations civiles et pour les travailleurs humanitaires de façon effroyable. L'effet est dévastateur lors des premiers secours, bien sûr, mais aussi pour l'acheminement de l'aide, pour l'accès aux services de base et pour tous et sur le long terme du fait de la contamination engendrée. Nous attendons un engagement décisif de la communauté internationale contre l'utilisation des armes explosives à large impact en zone peuplée, conformément à l'appel du secrétaire général des Nations unies. En outre, l'action anti-mine, incluant l'éducation au risque, la dépollution et l'assistance aux victimes, doit être considérée comme partie intégrante des plans de réponse humanitaire. La troisième menace concerne les risques spécifiques auxquels s'exposent les personnels locaux des ONG, que ces personnels locaux soient des ONG internationales ou des ONG locales. Au cœur de la réponse humanitaire, ils sont bien sûr les mieux placés pour assurer la continuité de cette aide dont j'ai déjà parlé auprès des communautés, pendant les conflits et après, alors que la vulnérabilité des populations reste très élevée. Or, ils font face à des risques spécifiques liés à leur mandat humanitaire. Je pense qu'on a cité les blessures, mais aussi il faut citer les déplacements, les arrestations arbitraires, les lourdes peines de prison jusqu'à 12 ans dans certains pays, les assassinats. Ils doivent pouvoir être protégés, notamment quand la zone où ils travaillent change de contrôle, ce qui arrive souvent aujourd'hui sur un certain nombre de conflits, et pouvoir continuer à travailler s'ils le choisissent.
La communauté internationale porte une responsabilité collective pour renforcer leur protection, alors que la localisation de l'aide est partout à l'ordre du jour. La mise en place d'un mécanisme interagences d'évacuation et de protection est une piste à creuser rapidement, à l'image de ce qui est fait pour les défenseurs des droits de l'homme et de ces mécanismes. En conclusion, je souhaiterais lancer un appel solennel dans cette enceinte. Les attaques contre le personnel humanitaire et médical doivent cesser. Le Conseil de sécurité et l'ensemble de la communauté internationale doivent se mobiliser pour dénoncer et condamner systématiquement les attaques et y mettre un terme. Le Conseil de sécurité doit soutenir la mise en place de solutions concrètes, au-delà des résolutions existantes, pour renforcer la protection des travailleurs humanitaires, et ce de deux manières. Tout d'abord, à travers la mise en place d'un mécanisme indépendant, rattaché au secrétaire général des Nations unies, et chargé de recenser les attaques contre le personnel humanitaire et médical, en assurer le suivi auprès des autorités concernées et mettre fin à la culture de l'impunité. Ensuite, en facilitant la prise en compte des enjeux spécifiques de protection des travailleurs humanitaires, dans les mesures bien sûr qui visent à protéger les civils, mais garantir leur sécurité, leur protection et leur liberté de mouvement dans les accords de cessez-le-feu, dans les accords de trêve, d'accords de réconciliation, les accords de paix. Je vous remercie. Je remercie M. Patrouillard pour son intervention et en notre nom à tous, je remercie chaleureusement l'ensemble des panélistes pour leurs propos particulièrement éclairants. Nous avons à présent 45 minutes environ pour un échange